Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Les 15 et 16 février dernier, le G5 Sahel se réunissait à N'Djamena, au Tchad, pour un sommet de 2 jours auquel le président Macron a participé en visioconférence. Ce fut l'occasion de faire un point sur la crise qui touche la région, où la France est engagée depuis maintenant 8 ans, d'abord via l'opération Serval, puis dès 2014 via l'opération Barkhane. Nous avons actuellement 5100 soldats déployés au Sahel, dont 50 sont morts depuis 2013. Et la question du retrait des forces françaises était à l'ordre du jour de ce sommet. Finalement, nul départ n'a été annoncé par le président Macron, qui au contraire a affirmé qu'aucune baisse des effectifs n'était envisagée dans l'immédiat. Je pense qu'il faut, dans une perspective de court-moyen terme, faire évoluer l'opération Barkhane, en la faisant passer d'une logique d'opération extérieure à une logique beaucoup plus concentrée sur la lutte contre le terrorisme et la coopération avec les armées de la région. Un choix qui contredit les prises de position récentes du chef d'état-major des armées françaises, François Lecointre, qui déclarait en décembre « Dès que je pourrai limiter le niveau d'engagement de mes armées, je le ferai ». Choix qui contredit aussi la position de la ministre des Armées, Florence Parly, qui admettait en juin dernier que la France n'avait pas vocation à rester éternellement là-bas. Par ailleurs, je précise qu'un récent sondage, réalisé en janvier par l'IFOP, indiquait que 51% des sondés étaient défavorables à l'opération Barkhane, dont 19% franchement opposés. Un sondage dont on peut, je pense, interroger les résultats, d'abord parce qu'il a été réalisé peu de temps après la mort de 13 soldats français sur le terrain, et que, il me semble, peu de Françaises et de Français savent vraiment ce qu'on fait là-bas. Alors, la région dont on parle, quand on évoque le Sahel, c'est le centre du Mali, l'ouest du Niger et le nord du Burkina Faso. Et si la France s'y est engagée à l'époque de François Hollande, c'était pour aider le Mali à lutter contre les groupes séparatistes djihadistes actifs dans la région. C'était à l'époque l'opération Serval. Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte et nous expliquer ce qui a poussé François Hollande à déployer nos soldats là-bas ? Vous l'avez évoqué Christophe, c'est une menace immédiate qui pesait sur le Mali, avec la menace de voir des colonnes de djihadistes principalement liées à Al-Qaïda, mais aussi avec le soutien d'un certain nombre de Touaregs qui revendiquaient l'indépendance d'une de leurs provinces, qui s'est située dans le nord du Mali, et qui étaient sur le point de lancer un assaut sur Bamako. Ils étaient arrivés jusqu'à Tombouctou. Et la menace directe a conduit le président malien de l'époque, qui était un président par intérim à l'époque, à demander l'aide urgente de la France, qui s'est aussitôt déployée avec 3000 hommes qui ont constitué cette force Serval, qui avait pour mission justement de repousser les assaillants vers le nord, ce qui a été fait, et de sécuriser la capitale Bamako, et ensuite, dans un deuxième temps, de redonner son unité au territoire malien, car ce territoire était en voie d'éclatement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette opération Éclair, qui a été déclenchée très rapidement, parce que quelques semaines auparavant, François Hollande avait indiqué que la France n'intervenait pas ou n'interviendrait pas. Il est donc intervenu sous la pression et à la demande du Mali, avec la caution des Nations Unies, et avec, il faut le rappeler, l'approbation des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Donc il y avait à cette époque-là un consensus pour faire barrage à ces raids programmés djihadistes sur Bamako et sur l'ensemble du Mali. Ce qui est intéressant, c'est que au bout d'un an, c'est-à-dire à la fin de l'année 2013, le constat qui était fait de façon un peu générale était que l'opération avait réussi et avait atteint ses objectifs. Donc les assaillants repoussés vers le nord, la vie démocratique restaurée puisque une élection présidentielle avait pu être organisée et l'unité du territoire malien aussi restaurée. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes 8 ans après et donc la discussion, le contexte a évolué et au point qu'un certain nombre de personnes mettent en doute la réalité ou l'imminence de la menace qui pesait sur le Mali et sur Bamako en disant mais que jamais les djihadistes ne seraient emparés de Bamako. Oui, sauf que s'ils s'étaient emparés de Bamako, prendre le contrôle d'une ville, c'est ensuite rendre les choses quasi impossibles, sauf à raser la ville,
comme cela s'est produit dans d'autres endroits. Donc moi je continue à penser que la raison invoquée par François Hollande était la vraie raison. On invoque aujourd'hui une diplomatie d'influence, la nécessité pour la France de conserver son statut de grande puissance moyenne, etc. Je pense qu'il y a probablement en arrière-plan ces raisons qui sont, j'allais dire, des raisons permanentes, mais en même temps, il y avait cette menace immédiate, directe, avec, encore une fois, une année 2013 qui a été, de ce point de vue-là, exemplaire, ce qui ne préjuge pas de la façon dont on peut apprécier les choses aujourd'hui, donc 8 ans plus tard. Je voudrais vous faire écouter une déclaration du président Macron lors du sommet. Nous sommes là-bas parce que nous avons destin lié avec le Sahel. Si le Sahel tombe aux mains du terrorisme, progressivement l'Afrique tombera aux mains du terrorisme islamiste et l'Europe vivra les conséquences de ce drame, aussi très clairement. Donc je pense que c'est notre devoir d'être à vos côtés. Alain, à quoi le président fait allusion quand il parle de conséquences pour l'Europe ? La conséquence la plus immédiate, si vous voulez, c'est celle d'un effet domino. C'est-à-dire que si un ou deux de ces pays, qu'il faut le rappeler, sont les pays les plus pauvres du monde, ce sont des pays misérables qui n'ont aucune ressource. Eh bien, si jamais ils tombaient, ou l'un ou l'autre tombait, il pourrait y avoir ce qu'on appelait pendant la guerre froide un effet domino. C'est-à-dire que le conflit, le djihadisme progresserait au Sénégal, voire en Côte d'Ivoire, dans les pays qui sont les pays du Golfe de Guinée. Et là, bien entendu, la démographie est plus grande, les relations économiques sont plus fortes avec toute l'Europe et avec les États-Unis. Ce sont des pays qui, sur le plan économique et démographique et même politique au sein de l'Afrique de l'Ouest en tout cas, comptent beaucoup plus. Si cette hypothèse de l'effet domino était vérifiée, on se trouverait vers une Afrique encore plus déstabilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque plus au nord encore, vous avez un autre groupe qui est Boko Haram, qui essaime un peu au Tchad aussi, un des pays concernés du Sahel, mais qui est puissante au Cameroun et au Nigeria. La deuxième hypothèse, mais qui me paraît moins sérieuse, c'est celle d'avoir un mouvement djihadiste qui prend une grande ville de l'Afrique du Sahel et qui serait dans la même situation que les mouvements djihadistes ou l'État islamique qui avaient pris des grandes villes au Moyen-Orient. On sait que en Syrie, l'État islamique a pris Raqqa et qu'à partir de Raqqa, l'État islamique a planifié des attentats en France, en Belgique et ailleurs en Europe. Et de même, l'État islamique avant de s'emparer de Raqqa, c'est d'emparer de la deuxième ville d'Irak, qui était Mossoul. Et à partir de Mossoul, des banques qu'il y a à Mossoul, de l'industrie de transformation qu'il y a à Mossoul, l'État islamique s'était considérablement renforcé, et là encore pouvait planifier des attentats en Europe de l'Ouest à partir de Mossoul. C'est ce qu'a laissé entendre au début du mois de février un homme qui parle très rarement, mais qui a éprouvé le besoin de parler avant le G5, qui est Bernard Hémier, le patron de la DGSE, qui a dit, attention, on pourrait se retrouver face à cette situation. Mais jusqu'à présent, la plupart des spécialistes de cette région et du djihadisme privilégient comme danger l'effet domino, c'est-à-dire Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire qui pourraient être à leur tour gagnés par ce type de confrontation et gagnés aussi par le djihadisme, si vous voulez. Beaucoup plus que celui de dire ce sont des attentats qui peuvent être en préparation contre l'Europe à partir du Sahel, même si cette hypothèse, comme je l'ai dit, a été évoquée récemment. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'au fond, le raisonnement est un peu le même que celui qui a prévalu sur l'Afghanistan au tout début de l'intervention en Afghanistan, qui consistait à dire il faut absolument empêcher que les terroristes se dotent d'un État et d'une structure étatique qui leur donnerait une base territoriale et une base de départ ou de reconquête qu'il faut absolument éviter. C'est le même raisonnement qui a prévalu pour le Mali. Si vous voulez, on est entre deux dangers. Il y a la peur d'un effet Saigon, en 1975, quand les forces américaines quand les États-Unis quittent Saigon sur une défaite militaire. Alors, il y a cette possibilité-là aussi, qui est dans les scénarios. La France se situe entre l'effet Saigon comme risque et un deuxième risque qui est celui de l'effet domino. Tout ça parce que le pari initial qui a présidé à l'intervention de 2013, qu'expliquait Jean-Marie, ce pari a été perdu.
Le pari initial, c'était que les forces armées maliennes, une fois qu'on aurait assuré la protection de Bamako, que Bamako ne serait plus en danger, même si alors on peut discuter de l'état de dangerosité dans lequel se trouvait la capitale malienne, mais enfin elle était quand même en danger, même s'il n'y avait pas à quelques kilomètres de la banlieue de Bamako des colonnes de djihadistes immédiatement. Il y avait danger, tout le monde est d'accord sur le danger, même ceux qui sont les plus critiques de cette intervention française au Mali en 2013. Mais l'idée, c'était de confier tout de suite le relais aux forces armées maliennes. Et puis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour une raison forte qui serait la même au Niger, qui serait probablement la même au Burkina et qui est celle du Mali. C'est-à-dire que ce sont des États défaillants. L'armée malienne n'a rien pu faire. Elle est incapable de ça. Et le réflexe du président de l'époque, Ibrahim Keïta, a été de se dire les djihadistes, c'est les Français qui s'en occupent. Autrement dit, cette armée, au lieu de s'aguerrir dans la protection du territoire, elle a continué à être ce qu'elle est, c'est-à-dire une armée de prédation et de corruption, où les gens sont très mal payés quand ils sont payés, et où les officiers, leur problème n'est pas de faire la guerre, mais c'est d'assurer plutôt leur bien-être matériel. Mais je dis ça de façon la moins offensive possible. Ça fait partie de l'État défaillant, le fait que l'armée ne fonctionne pas. Alors le relais, quand il a été pris par Emmanuel Macron, et même ça a été amorcé par François Hollande, c'est-à-dire il faut que ça soit les armées du Sahel. Donc on a formé un corps d'armées réunissant les armées de 5 pays. C'est ce qu'on appelle le groupe du G5. La Mauritanie, le plus à l'ouest, le Tchad, qui est le seul à avoir une véritable armée, qui est l'État probablement le plus solide, parce que le plus riche à cause du pétrole, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui figurent parmi les pays les plus pauvres du monde, qui sont des pays qui ont la plus forte démographie du monde. Le Niger, il y a quelques années, quand vous appreniez un peu, vous familiarisez avec l'Afrique, c'était moins de 10 millions d'habitants, le Mali pareil. Aujourd'hui, ce sont des États de 20 millions d'habitants et qui, à l'horizon de 25 ou 50 ans, seront des États de 60 millions d'habitants. Impossible, il n'y a pas de survie possible s'il n'y a pas un contrôle de la démographie pour ces États qui sont parmi les plus pauvres du monde. Donc on a formé ce G5, un corps d'armée unique, une école de commandement qui, elle, marche très bien, un corps d'armée unique, mais qui, pour le moment, est très peu opérationnel. Et l'idée, c'est de se dire, mais le G5 finira un jour par assurer le relais, d'autant que, sur place, il semble que la force Barkhane, parmi d'autres forces étrangères qui sont là, on pourra en parler, mais que la force Barkhane elle-même a eu beaucoup de succès ces 10 derniers mois dans la lutte contre les principaux mouvements djihadistes qui sont en rébellion dans le nord du pays. Donc voilà, là encore, le relais ne s'est pas fait rapidement. Or, comme l'explique très bien un ancien militaire, un ancien des forces spéciales, Michel Goya, dans son blog, qui est un blog publié par l'Institut Montaigne, quand vous faites une opération du type Bamako, soit vous vous retirez tout de suite, après, et c'était pensable, l'armée française aurait pu se retirer ou ne pas se déployer. C'était la même chose à Benghazi, en Libye, par exemple, ou au tout début des années 60, lors de l'engagement américain au Vietnam, après la défaite française. Vous pouvez décider de faire un coup et de vous retirer et de laisser les choses à l'armée locale, et de laisser les choses aux mains de l'armée locale. On est resté avec le risque qu'évoquait Jean-Marie, c'est-à-dire que, à ce moment-là, vous finissez par être responsable de tout. À Bamako, les gens rendent les Français responsables de tout. C'est naturellement absurde, mais c'est comme ça. Et votre adversaire, les mouvements djihadistes, peuvent naturellement jouer du nationalisme et pas simplement de l'idéologie djihadiste ou séparatiste lorsqu'il s'agit des Touaregs, peuvent jouer du nationalisme pour monter l'opinion publique locale contre la France. Après, vous avez un autre front qui est celui de l'opinion française. Juste un mot pour compléter ce que disait Alain tout à l'heure sur les forces maliennes. Elles ont une aptitude, les forces maliennes, c'est à faire des putschs, puisqu'elles ont renversé le président élu pour prendre le pouvoir. D'ailleurs, dans des circonstances qui interrogent sur la capacité du renseignement français à prévoir ce genre de situation.
Alors à ce propos-là, Jean-Marie, j'aimerais savoir comment sont perçus les soldats français par les populations locales. Je vous pose la question parce qu'au début 2021, la France a été accusée d'avoir commis une bavure lors de frappes aériennes contre des djihadistes. Lors de cette opération, une vingtaine de civils étaient morts selon les témoignages de villageois maliens. Une bavure démentie par la France. Mais quand même, comment nous sommes perçus sur le terrain ? À ma connaissance, c'est la seule bavure, si elle s'est vérifiée, qui est commise en 8 années de présence militaire. Ce qui est dit en général par les gens qui sont sur place, c'est que l'armée française est très appréciée des populations auprès desquelles elle se trouve, parce qu'elles sont protégées et parce que l'armée amène avec elle à la fois des emplois, des services de tous ordres au bénéfice de cette population, mais qu'en revanche, la présence est critiquée, comme vous venez de l'évoquer, à Bamako, dans des cercles plus politiques, où là, évidemment, en fonction des clivages politiques locaux, la présence française peut être critiquée. Et à un moment, d'ailleurs, dans l'un de ces pays, il y a eu quelques manifestations anti-françaises qui n'ont pas duré, d'ailleurs, et qui étaient manifestement aidées, encouragées, sinon financées par quelques éléments venus de Russie. Vous savez que les Russes sont aussi présents en Centrafrique, qu'ils sont présents en Libye, donc il y a aussi ce genre d'interaction qui fait que parfois des manifestations peuvent être organisées, mais elles ne sont pas, en général, elles ne sont pas spontanées, pour le moment en tout cas. Alors parmi les critiques qui sont faites à l'encontre de la France, celle qui veut que nous interviendrions là-bas pour protéger nos exploitations d'uranium. Est-ce que finalement cette guerre vise, sans le dire, à protéger des intérêts économiques français dans la région ? Ça a pu être vrai un temps, mais il faut savoir que d'abord la demande d'uranium a baissé, que la qualité des puits qui sont essentiellement, il y a 2 puits au Niger, et dans cette région, la rentabilité des dits gisements s'est effondré au point que l'un des 2 puits va fermer. C'était avant exploité par Areva, mais Areva, comme vous le savez, a disparu. Il est remplacé par une autre entité, mais c'est devenu, ça n'est plus ni stratégique ni central, ne serait-ce que parce que l'uranium dont nous avons besoin, il existe en Australie et de façon avec une disponibilité probablement plus grande. Donc cet argument ne vaut plus. Il y a personne, ne viendrait à l'idée de personne de dire aujourd'hui que dans ces pays qui sont, comme l'a rappelé Alain, extrêmement pauvres, il y a des ressources qui seraient des ressources cachées, qui seraient la raison de la présence française. Je pense qu'il n'y a pas de motivation économique à cela. Alors on peut dire qu'il y a une motivation politique en ce sens que on veut préserver le statut d'une puissance influente et notamment dans cette zone-là. Je veux dire, l'argument économique n'est pas pertinent. Et sur le plan intérieur, tout à l'heure, je citais ce sondage de l'IFOP qui donnait 51% des Français opposés à l'intervention française au Mali. J'aurais voulu savoir, sur le plan politique, est-ce que c'est l'union sacrée de la part des partis politiques autour de Macron pour poursuivre l'opération là-bas ? Il faut toujours se souvenir que la Ve République a ce site particulier qu'elle donne au président de la République qui est chef des armées, une capacité à déployer des troupes françaises ou des interventions qui échappent en général au regard du Parlement, même si ce regard est a posteriori, des contrôles peuvent être exercés a posteriori, il n'y a pas vraiment de débat qui puisse faire que le gouvernement soit gêné par la nature du débat politique en France pour ce type d'intervention, en tout cas pas pour l'opération Barkhane, même si commence à poindre ici et là l'idée que il serait temps d'en partir. Alors c'est vrai que ce type d'intervention obéit toujours au fond au même cycle. Il y a une phase de démarrage qui est en général réussie, puis une phase de congratulation, puis ensuite petit à petit s'installe une forme d'enlisement. Et là, au bout de 8 ans, on peut considérer que si des résultats ne sont pas suffisamment probants, il sera peut-être temps de se retirer, comme les Occidentaux sont en train de se retirer d'Afghanistan, par exemple. Donc ça, c'est probablement le cours naturel des choses. Et est-ce que cette opération Barkhane peut être un dossier qui peut poser problème à Macron s'il se représente en 2022 ? Est-ce que ça peut compter auprès de l'opinion, auprès des électeurs ? Sauf catastrophe, s'il y avait à nouveau des catastrophes, parce qu'il y en a eu une avec cet hélicoptère qui était tombé et qui avait coûté la vie à 13 soldats français, je veux dire, en dehors de ce poids-là, je pense pas que ce sera un sujet de discussion, d'autant que le ministre des Affaires étrangères lui-même, Jean-Yves Le Drian, vient de réaffirmer
que la France n'était pas sur place pour rester et qu'il faudrait évidemment se retirer, d'autant que le relais l'idée c'est de faire prendre le relais par à la fois des forces spéciales européennes qui sont en voie de constitution et évidemment les armées du G5 Sahel, pour peu qu'elles soient mieux formées et qu'elles soient certaines d'entre elles en capacité de combattre. C'est ça l'idée, c'est donc progressivement de laisser sur place une force qui serait résiduelle. On a même, je crois, c'est Madame Parly qui avait parlé de l'ordre de 500 soldats en lieu et place des 5100 qui sont actuellement sur place. Donc, par tradition, les questions de politique étrangère ne sont très rarement évoquées à l'occasion d'une campagne présidentielle. Alors, il y a bien sûr les questions européennes, parce que le grand clivage que décrit Madame Le Pen, c'est le clivage qui existe entre les nationalistes et les mondialistes. Sous cet angle-là, oui, mais pas sous l'angle de ce type d'intervention, me semble-t-il, encore une fois, sauf s'il y avait une catastrophe militaire, ce qui est pour le moment guère envisageable. Jean-Marie, vous avez parlé d'Union européenne. Justement, Charles Michel, le président du Conseil européen, participait lui aussi au sommet en visioconférence. Alain, est-ce que d'autres forces étrangères non africaines sont aussi engagées sur ces théâtres des opérations ? Alors, il y a des pays non africains, oui, qui ont déployé des moyens militaires dans le cadre d'une force des Nations Unies, la MINUSMA, qui est déployée au Mali essentiellement et qui assure l'approvisionnement des populations, qui maintient la survie des populations. Donc, vous avez ça. En ce qui concerne l'Union européenne, c'est elle qui assure une mission d'entraînement des forces armées maliennes. Notamment, il y a des instructeurs italiens, allemands, qui sont auprès des forces armées maliennes. Les transports, pour les hélicoptères qu'utilisent y compris les forces françaises, les transports, c'est la Grande-Bretagne. Les hélicoptères, c'est la Grande-Bretagne. Toute la logistique de l'information, ce sont les États-Unis. Et lors du sommet du G5 que vous avez évoqué tout à l'heure, dans votre introduction, il y a eu pour la première fois une intervention américaine. Anthony Blinken a tenu à faire, par visioconférence, lui aussi, comme le président Macron, a tenu à faire une intervention dans laquelle il a dit deux choses. 1, nous continuons cette aide logistique, pas question de l'arrêter. 2, nous ne voulons pas qu'un des 5 États du Sahel tombe dans les mains de djihadistes. Nous considérons que c'est un vrai problème stratégique et de déstabilisation possible de l'Afrique. Et donc les États-Unis sont là aussi, avec un appui logistique et un appui économique et financier. Mais c'était symbolique, ça voulait dire nous appuyons la France, nous appuyons la participation de l'Europe, elle est très légère, la mission d'entraînement de l'Union européenne installée à Bamako, mais voilà, ça c'est un élément qui n'existait pas du temps de Trump, même si du temps de Trump, les Américains assuraient quand même une partie de la logistique du renseignement par satellite. La vérité, c'est que les forces combattantes, ce sont les Français, uniquement, et qui ont commencé à former des unités de forces spéciales maliennes. Mais les forces combattantes dans le Nord, celles qui tentent de contrôler cette immense région, large comme une bonne partie de l'Europe de l'Ouest, si vous voulez, ce sont les Français. Et là-dedans, ils participent au combat essentiellement contre deux groupes islamistes, un qui se réclame d'Al-Qaïda et l'autre qui se réclame de l'État islamique. Pour le reste, vous avez des groupes Touaregs différents, mais de nature séparatiste, qui quelquefois, pour telle ou telle opération, se raccrochent au groupe État islamique ou au groupe Al-Qaïda. Et enfin, vous avez une immense structure de gangstérisme, d'islamo-gangstérisme, de trafic en tout genre dans le Sahel. Tout ça mélangé, avec des liens les uns avec les autres au fil des opérations. Voilà un peu le tableau qu'on peut faire. Dans ce tableau, dans cette géographie-là, les forces combattantes, ce sont les Tchadiens, parce que ce sont probablement les meilleurs combattants de la région, et les Français. Merci, messieurs, pour ces éclaircissements sur un conflit dans lequel la France est engagée, mais dont peu de Français savent finalement grand-chose. Alain, on vous retrouve chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr pour votre chronique. Quel est le sujet de cette semaine ?
Cette semaine, j'ai essayé de faire la dégénérescence du Parti républicain américain, qui était le parti de Lincoln et qui est un parti qui aujourd'hui accueille au moins 2 députés se réclamant du complotisme du groupe QAnon. Et donc, j'ai essayé de raconter les étapes de cette régression d'un des partis qui est un des piliers de la démocratie américaine, qui est le Parti républicain. À lire donc sur lemonde.fr ou dans Le Monde. Jean-Marie, je rappelle votre émission hebdomadaire chaque jeudi, politique, sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Merci Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.